On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez incroyable, celle d'un jeune roi qui, au tout début du 19e siècle, s'est retrouvé au beau milieu d'un jeu d'échecs entre les grands empires de l'époque et qui a su tirer son épingle du jeu pour bâtir une nation. C'est l'histoire de Radama Ier de Madagascar. Tout part de cette phrase, de cet ordre presque, une phrase léguée par son père, le grand roi Adrianam Imerina. « La mer est la limite de mon royaume ». Ce n'était pas juste une belle parole, c'était une feuille de route, la mission d'une vie qui allait lancer un des projets les plus audacieux de l'histoire africaine du 19e siècle. La question est là, comment un jeune homme, qui n'était même pas l'héritier naturel, a-t-il pu faire de ce rêve une réalité ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, une histoire de stratégie, de diplomatie hyper audacieuse et d'une ambition juste démesurée. C'est parti. Alors revenons un peu en arrière, on est en 1810. Radama, né Ilaïdama vers 1793, monte sur le trône. Et ce dont il hérite, ce n'est pas seulement un royaume, c'est une vision immense qui vient de son père. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Radama était le fils cadet. Normalement, ce n'est pas lui qui aurait dû régner. Mais son père avait vu en lui quelque chose de spécial, des qualités de leader hors normes, à tel point que, même adolescent, il lui confiait déjà des expéditions militaires. Le talent avant la tradition. Donc, dès le premier jour, sa mission est limpide. Réaliser le projet de son père. Ça veut dire deux choses. D'abord, unifier toute l'île sous une seule autorité. Et ensuite, et c'est crucial, contrôler les côtes pour gérer le commerce et pouvoir négocier d'égal à égal avec les Européens. Et c'est là que ça devient passionnant. On arrive à la pièce maîtresse de sa stratégie. Le contexte mondial est en pleine ébullition. Après les guerres napoléoniennes, la France et la Grande-Bretagne se tirent la bourre pour l'influence à Madagascar. Et Radama va voir là une occasion en or, et il ne va pas la laisser passer. Pour bien comprendre, il faut savoir que juste à côté, à l'île Maurice, il y a un gouverneur britannique, Robert T. Farquhar. Il voit que le royaume de Radama est le seul assez puissant pour unifier l'île. Son but à lui ? Stopper la traite des esclaves sur la côte Est, qui est surtout contrôlée par des chefs alliés aux Français. Il lui faut donc un partenaire local de poids. Et voilà le deal, un accord qui va absolument tout changer. D'un côté, Radama accepte de mettre fin à la traite, un commerce qui rapportait pourtant beaucoup. De l'autre, les Britanniques lui donnent les moyens de son ambition, de l'aide pour créer une armée moderne, un soutien technique et surtout le titre de roi de Madagascar. D'un coup, il n'est plus un roi parmi d'autres, il est l'interlocuteur reconnu par la plus grande puissance du monde. Mais attention, cette alliance avec les Britanniques, ce n'était pas une fin en soi. C'était un moyen, c'était le carburant qui allait alimenter une transformation ultra rapide et complètement inédite de son royaume. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Radama fait venir des missionnaires, mais son but est très pragmatique. Il ne se convertira jamais au christianisme. Non, ce qu'il veut, c'est ce qu'il appelle les connaissances profanes. Il veut l'éducation, les technologies, les compétences des Européens pour construire sa propre nation. Prenons juste cette date, 1823. C'est un symbole très fort. En décidant de fixer les règles pour écrire sa langue avec l'alphabet latin, il ne fait pas qu'adopter un outil pratique. Il fait basculer son royaume de manière durable dans une nouvelle ère. Et bien sûr, pour appuyer cette modernisation, il fallait une force militaire. Fini les armées immenses, mal organisées et aux pertes terribles. Avec l'aide de conseillers européens, Radama crée une armée de métier, plus petite mais professionnelle, bien équipée et très disciplinée. C'est elle qui va devenir le bras armé de sa vision. Bon, maintenant qu'il a cette armée toute neuve et moderne, qu'est-ce qu'il en fait ? Eh bien, il s'en sert pour réaliser enfin le rêve de son père. Radama lance alors ses campagnes militaires à travers toute l'île. Mais il ne s'agit pas juste de conquête brute. Le but est politique. Forcer les autres rois et chefs à reconnaître son autorité et à arrêter de commercer directement avec les puissances étrangères. En contrôlant les ports, il contrôle tout. Le plan de son père est en train de s'accomplir. Et alors qu'il est au sommet de sa puissance, que son projet semble sur le point d'être totalement achevé, l'histoire prend un virage brutal, complètement inattendu. Il meurt, subitement, à seulement 36 ans. Et sur les causes de sa mort, les récits ne sont pas d'accord. La version officielle dit qu'il est mort des suites de maladies chopées pendant ses campagnes. Mais d'autres sources parlent d'une fin beaucoup moins glorieuse, liée à l'alcool. Ce mystère ne fait qu'ajouter à la légende du personnage. Et c'est là toute la complexité de son héritage. Radama était un stratège de génie. Il a joué avec les rivalités européennes pour unifier et moderniser son pays. Mais en faisant ça, il a aussi créé une forme de dépendance, un lien très fort avec ces mêmes puissances, une porte qu'il a ouverte et qui, au fond, ne se refermera plus. Alors, la question se pose, était-il le créateur d'une nation forte et indépendante, ou, sans le vouloir, l'architecte de sa future soumission, qui arrivera moins d'un siècle plus tard ? C'est une question qui, aujourd'hui encore, fait réfléchir.